On nous a dit que pour avancer, il faut l'oubli. Ce serait le gage pour la réconciliation. On l'a dit à chaque lendemain d'abolition de l'esclavage dans un de nos pays d'Amérique. On le redit encore aujourd'hui, plus d'un siècle après les dernières éradications de la servitude venue de la traite négrière atlantique. En fait, partout où les ex-victimes et leurs élites émergentes ont voulu oublier, cela s'est associé à l'entreprise de cacher les méfaits de ceux qui ne se repentent pas d'avoir perdu leur bête de somme esclavagisée. Que ce soit la terrible dette infligée aux Haïtiens en 1825 et qui a encore ses conséquences aujourd'hui. Que ce soit en 1855 pour le travail obligatoire, l'arrêté Guédon en Martinique ou l'arrêté Husson en Guadeloupe. Que ce soit les lois Jim Crow aux USA après 1865, que ce soit la sauvage répression de la Morant Bay Rising en Jamaïque en 1865, on a beaucoup travaillé à nous faire oublier et nous avons voulu oublier. Mais tout cela nous a rattrapés à travers nos successives générations post-esclavagistes, un peu comme le retour du refoulé. D'abord, pour les premières et deuxièmes générations, on leur a limité les droits salariaux et la valeur de leur travail en utilisant l'immigration. On leur a disputé le droit à l'éducation en s'accommodant de l'analphabétisme. On a, malgré l'émancipation, renforcé la ségrégation sociale, ethnique. On a chichement mesuré leurs droits civiques. Nos troisième et quatrième et cinquième générations post-esclavagistes ont affirmé leur culture à travers la Harlem Renaissance, la Revue du Monde Noir, la négritude, le blues, le bal nègre, l'esthétique africaine dans la sculpture et les autres arts. Ces mêmes générations ont, à travers le marvéisme, le panafricanisme, le rastafarisme, la NEECP Movement, ont crié leur révolte. Pourtant, les nouvelles générations, les sixième et septième, celles qui ont surgi des 30 glorieuses du monde capitaliste de l'après-seconde guerre mondiale, ils ont constaté que leur génération, mobilisée dans les grandes métropoles industrielles, commerciales et financières, lors de l'explosion de richesses, sont celles qui ont le plus subi les méfaits de la période de longue crise mondiale qui a suivi. Le Black Power Movement aux USA, les Noirs des banlieues européennes, les immigrés du Boumidom, les petites Haïti de Miami, de New York, de Montréal, les Blacks de Notting Hill, les Caribéens d'Amsterdam revendiquent leur histoire au rythme du Black is Beautiful ou I'm Black and Proud. Tout remonte aujourd'hui. La traite des razzias en Afrique, les moribonds dans les comptoirs, la traversée sordide dans les cales putrides pour le Middle Passage, les agonisants dans ces horribles déportations, les désespérées révoltes souvent vaincues sur les navires négriers, la vente infamante sur les places publiques comme on le fait pour le bétail, les brutales séparations familiales du mari avec sa femme, des parents avec leurs enfants, éparpillés entre les habitations ou entre les îles et territoires continentaux, les religions imposées, le code noir déshumanisant d'avec ses 60 articles, les supplices avec toutes les cruautés perfectionnées dont les 3 et 4 piquets, le fer rougi au feu pour le marquage à chaud, les suicides nombreux, les strangulations multipliées, les infanticides, les viols, les mutilations, les emprisonnements pour les soi-disant empoisonnements du bétail ou de la famille des maîtres, les complots prétendus ou réels, les tentatives ou les vrais incendies de Casabagas, les différents marronnages, le petit, le grand, le marronnage maritime, les guerres des marrons, la déportation des Caraïbes noirs de Saint-Vincent à Belize, les associations serviles, les statuts des libres de couleur, les lois somptuaires,
les interdits professionnels, les codes de couleur, les préjugés de couleur, les sociétés fondées sur les critères ethniques, la fabrication du portrait du noir fainéant, etc., etc. Tout cela ne peut pas ne pas avoir laissé des traumatismes. Ce colloque veut les aborder